En 1998, une nouvelle branche de la chimie apparaît, la chimie verte. Après plusieurs décennies d'événements et de catastrophes, cette industrie prend conscience qu'elle doit opérer un virage. Cette prise de conscience avait commencé par le rapport du Club de Rome qui pointait du doigt les limites planétaires et l'augmentation de la consommation des ressources. En 1997, le protocole de Kyoto vise à réduire les émissions des gaz à effet de serre. L'industrie chimique, qui est responsable de chaque étape de transformation de la matière, est directement concernée. Elle représente près de 10% des gaz à effet de serre en 2012. Elle doit opérer un tournant pour répondre à ces enjeux. D'autant plus que plusieurs catastrophes industrielles sont venues ternir à juste titre son image. L'incendie de la raffinerie de Faisin à Lyon en 1964, les échappements des herbicides à Seveso en Italie en 1976, l'explosion de l'usine de pesticides de Bhopal en Inde provoqua la mort de 3828 personnes. Et plus récemment, avec l'explosion d'AZF à Toulouse, Lubrizol à Rouen ou au port de Beyrouth en 2020. Avec ces catastrophes, nous prenons conscience de la dangerosité de cette industrie. Face à cette nécessité de s'adapter, deux chimistes théorisent la chimie verte en 1998. Paul Anastas et John Warner, deux chimistes américains, développent et diffusent 12 principes de la chimie verte. À l'aide de leur institut de recherche à Boston, ils travaillent sur de nouvelles réactions chimiques à travers 3 axes inspirés du développement durable. L'aspect social consiste à réduire la dangerosité des produits chimiques afin d'éviter les pollutions des eaux et atmosphériques. Le second est d'économiser la quantité de matière et le troisième est l'utilisation de ressources renouvelables. Ces 3 axes regroupent ainsi 12 principes de la chimie verte à travers l'arbre de la chimie verte. Regardons de plus près chacun de ces axes et essayons de comprendre quelles mutations ils entraînent pour l'industrie chimique. Le premier axe, limiter la dangerosité des produits chimiques, peut être symbolisé comme un escalier. Chaque marche est un principe qui mène à ce but du premier axe. Afin d'éviter la pollution, il faut limiter la quantité de déchets générés. La fabrication des molécules, que ce soit des commodités comme les solvants ou des produits de spécialité comme la médecine, génère lors de chaque réaction des sous-produits, appelés déchets. Il existe un indicateur, le facteur E. Il met en avant la quantité de déchets générés lors de la fabrication d'un produit. Lorsque le facteur E est minime, proche de 1, alors la formation de déchets est faible. La fabrication de 1 kg de produit génère 1 kg de déchets. Cela peut paraître beaucoup, mais lorsqu'on regarde la fabrication de produits de spécialité, comme la colle, peinture ou cosmétiques, le facteur peut s'élever entre 10 et 100. La fabrication de principes actifs pour les médicaments est l'industrie qui génère le plus de déchets, avec un facteur pouvant aller jusqu'à 1000, soit 1000 kg de déchets générés pour 1 kg fabriqué. Le principe suivant consiste à concevoir des produits chimiques moins toxiques et moins persistants. La catastrophe de Bhopal est un tragique exemple de la toxicité des produits chimiques. La fuite d'acide cyanhydrique dans les quartiers populaires de la ville a causé plus de 3000 morts. Et certaines zones sont aujourd'hui encore contaminées 40 ans plus tard. Un autre exemple qui illustre parfaitement la persistance tragique des produits chimiques, ce sont les obus tirés lors de la Première Guerre mondiale qui continuent de polluer les nappes phréatiques avec du plomb et de l'arsenic plus d'1 siècle plus tard. Plus récemment, une pollution générale au PFAS a été découverte dans le sud de Lyon. Ces composés utiles pour la fabrication de revêtements, comme les poêles par exemple, sont très stables et robustes, à tel point qu'ils sont appelés polluants éternels car ils ne se dégraderont jamais. Les rejets des usines ont entraîné la diffusion dans toute la région de ces polluants dont les conséquences de l'exposition à long terme ne sont pas connues. C'est pourquoi des méthodes d'analyse, de détection et de quantification doivent continuellement s'améliorer pour répondre à ces enjeux. Face à ces pollutions, c'est le législateur qui doit intervenir pour protéger les populations et l'environnement. En pratique, évidemment, c'est plus nuancé. Les lobbyistes défendent les intérêts financiers des grands groupes de l'industrie chimique au détriment des populations. Le second axe se concentre sur l'économie des produits chimiques. Et il y a aussi un indicateur pour cet axe, c'est l'économie d'atomes. Comme disait Lavoisier, dans une réaction chimique, chaque atome des produits de départ se retrouve dans les produits finaux. Si on prend l'exemple suivant, 3 molécules sont mélangées, la première avec 2 atomes de carbone, 4 d'hydrogène, la seconde avec 2 atomes de chlore,
et la troisième une molécule d'eau, donc un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et bien tous ces atomes se retrouveront après la réaction chimique, mais dans un arrangement différent. Aucun atome n'est apparu ni disparu. En revanche, certains atomes se retrouvent sur les molécules souhaitées, d'autres sur la molécule de sous-produit, qui est vue comme un déchet. Le nouveau but de la chimie est alors de rechercher des réactions qui utilisent tous les atomes de départ dans la molécule finale souhaitée. Un bel exemple ici avec la synthèse de l'oxyde d'éthylène. Ce gaz, qui est explosif et toxique, sert pour la stérilisation des dispositifs médicaux par exemple, mais également pour la fabrication de produits nettoyants et cosmétiques, notamment dans les PEG et les tensioactifs, sur lesquels on retrouve le motif éthoxylé. Au XIXe siècle, la voie de synthèse était à partir de l'éthylène, un gaz qui vient du craquage du pétrole et du dichlore. Oui, le dichlore des tranchées. On obtenait ainsi le chloroéthanol avec comme déchet l'acide chlorhydrique, qui est également toxique. À partir de ce dernier, en présence d'une base, donnait l'oxyde d'éthylène ainsi que divers sels et de l'eau, soit un facteur E sur les deux réactions de 5. La synthèse des années 30 se fait en une seule étape à partir de l'éthylène et par oxydation directe avec le dioxygène et un catalyseur métallique. Le procédé génère 16 fois moins de déchets, soit un facteur E de 0,3. Le seul sous-produit généré, c'est le dioxyde de carbone. Ensuite, il existe toute une panoplie d'outils pour les chimistes afin de rendre plus efficients et plus économiques les réactions chimiques. La matière première est transformée en produit fini à travers le processus de la réaction chimique. 3 paramètres influencent la performance d'une réaction chimique. Le premier, c'est le solvant, dans lequel la réaction est réalisée. Un solvant permet de favoriser la rencontre des molécules et ainsi d'améliorer la réactivité des composants. Toutefois, s'il n'est pas recyclé, il est considéré comme un déchet et vient alourdir le facteur E. Également, beaucoup de solvants sont toxiques. Un gros développement a été réalisé pour développer des solvants d'origine renouvelable et moins dangereux. Les chimistes développent également des réactions sans solvant afin de limiter la quantité de déchets. Le second paramètre est l'énergie. L'apport d'énergie permet d'accélérer et de favoriser certaines réactions. L'apport énergétique se fait souvent par voie thermique, entraînant des consommations d'électricité ou de gaz impactantes pour l'environnement. Aujourd'hui, des méthodes d'apport d'énergie ciblées par irradiation ou micro-ondes permettent de diminuer la consommation en énergie des réactions chimiques. Enfin, le dernier paramètre, c'est la catalyse. C'est un peu comme la pierre philosophale. On l'introduit en très faible quantité, inférieure à 1%, elle accélère la réaction et le produit est réutilisable en fin de réaction. Cette discipline a connu un essor d'intérêt depuis 30 ans, notamment à travers plusieurs prix Nobel. Les catalyseurs développés permettent de diminuer la barrière d'activation, d'améliorer le rendement des réactions et génèrent moins de déchets. Plusieurs prix Nobel ont d'ailleurs été décernés à des chimistes ayant développé des catalyseurs en 2001, 2005, 2010 et 2021, prouvant ainsi l'intérêt de ces dernières années pour cette branche de la chimie. Les travaux de Grubbs en 2005 sur les catalyseurs de métathèse a notamment permis une approche révolutionnaire pour la formation de composés insaturés. L'avantage environnemental était significatif et l'innovation très importante. Le dernier axe de la chimie verte ne comporte qu'un seul principe, celui d'utiliser les ressources renouvelables. Avant l'ère industrielle, la biomasse était utilisée comme source primaire, mais depuis, c'est le pétrole qui règne en maître comme matière première. Rappelons-le, l'industrie chimique, c'est la transformation de la matière. Il faut donc bien un produit initial disponible sur Terre pour démarrer les étapes de transformation. Si on prend l'exemple du paracétamol, cette molécule est fabriquée à partir du nitrophénol, qui vient elle-même du phénol, qui n'existe pas dans la nature. Donc il faut le fabriquer à partir du cumène, qui vient elle-même du benzène. Et le benzène, on le retrouve dans quoi? Vous l'avez deviné, le pétrole. On dit qu'elle est fossile parce qu'elle a mis 10 millions d'années à se former. On dit également qu'il n'est pas renouvelable. Il faut préciser pas renouvelable à notre échelle, puisqu'il met plusieurs millions d'années à se former, mais il nous faut que quelques siècles pour tout le consommer. La pétrochimie représente 15% de la consommation de pétrole. Et désormais, le monde végétal vient en complément du pétrole pour fournir des matières premières. Les prix sont toutefois soumis à de fortes fluctuations en fonction du cours des marchés des diverses ressources. La chimie du végétal a ouvert un large champ de recherche grâce à leur originalité chimique. Le pétrole, qui est composé uniquement de squelettes carbonés, donc du carbone et de l'hydrogène.
En revanche, les ressources végétales sont riches en hétéroatomes comme l'azote, le phosphore ou l'oxygène, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles molécules et de nouvelles applications. 4 filières principales alimentent l'industrie chimique en matières premières: les sucres courts issus de la betterave ou de la canne à sucre, les sucres complexes comme l'amidon issu du maïs ou de la pomme de terre, les lipides et triglycérides issus des huiles végétales, colza, tournesol, palme, et la lignine qui vient du bois. La déconstruction de ces molécules donne accès à de nouvelles matières premières pour alimenter les diverses filières chimiques. Grâce à ces 12 principes, répartis sur 3 axes, la chimie est en pleine mutation. Plusieurs exemples ces 2 dernières décennies le montrent. Prenons l'exemple du butylène-glycol, qui est un composé utilisé en cosmétique, dans les encres ou dans la fabrication de revêtements. Il est désormais fabriqué par fermentation de sucre à l'aide d'une bactérie dans un procédé en une seule étape qui a largement conduit à la réduction de déchets, simplifier la production et limiter l'utilisation de solvants tout en utilisant une matière première d'origine renouvelable. Le facteur E sur les anciennes voies de synthèse était supérieur à 15, alors qu'elle est désormais proche de 1. Un autre bel exemple est la substitution de certains pesticides organophosphorés par l'entreprise Dow AgroScience en 2008 avec le spinétoram. Alors le principe reste le même, c'est un composé hautement toxique pour les insectes, c'est le but recherché, en revanche il n'est pas toxique pour l'humain. Un exemple de réduction des déchets et de rejets est la mise au point d'une nouvelle synthèse de la sitagliptine par Merck en 2006. Cette nouvelle méthode de production de ce médicament pour le traitement de diabète limite l'utilisation excessive de coréactifs protecteurs, réduit le nombre d'étapes et donc la quantité de déchets de près de 100 kg par kilogramme de molécules fabriquées. Il y a 3 siècles, la chimie respectait parfaitement l'environnement. L'industrie chimique s'est placée au centre du processus de transformation de la matière nécessaire au développement économico-social. L'industrie chimique a atteint un point d'inflexion. Elle doit se réinventer et être en accord avec les enjeux environnementaux actuels. La chimie verte apporte des solutions afin que cette discipline soit toujours pratiquée de manière créative, mais également vertueuse pour l'environnement. Malgré la croissance exponentielle de la quantité d'articles de recherche liés à la chimie verte depuis 20 ans, la chimie souffre encore des réalisations du passé qui pâlissent l'originalité et la puissance de la chimie verte. La chimiste la plus respectueuse de l'environnement est la nature elle-même. Les mécanismes de biosynthèse de molécules complexes sont encore peu connus. Là où il faudrait 30 jours de synthèse pour un chimiste avec un facteur E de 500, la nature arrive à produire certaines molécules dans certaines conditions très douces en un temps record. La bioaspiration, comme l'appelle Gunther Pauli, est une discipline, ou plutôt une vision, qui consiste à regarder comment fait la nature pour l'imiter, la nature étant la chimiste la plus élégante. Vous venez de regarder une vidéo de CERES, la chaîne de vulgarisation experte en chimie verte et en conseils scientifiques. Si ça vous a plu, faites réagir les électrons, cliquez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire. C'est le meilleur catalyseur pour faire vivre la chaîne et suivre les prochains épisodes de Quand la chimie fait l'histoire. Pas de pub, pas de coupure, la chaîne est entièrement dédiée au contenu. Si vous voulez aller plus loin, toutes les sources et l'article complet sont disponibles sur notre site CERES Chemistry. Le lien est juste en dessous dans la description. A très vite pour une nouvelle dose de Quand la chimie fait l'histoire.